Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours sur les molécules du vivant de l'UE 2.1. Ce cours sera décomposé en 3 parties et donc 3 podcasts différents. Le premier sur les éléments de base en chimie, le deuxième sur les équilibres hydroélectrolytiques et les oligoéléments, et enfin le troisième sur les protéines, les glucides, les lipides et la nutrition de façon générale. Passons donc au sommaire de ce cours sur les éléments de base en chimie. Ce cours va reprendre des notions de chimie et de physique vues au lycée avec des notions nouvelles sur la physique et la chimie fondamentale. Ce premier cours sera assez théorique, mais nous essaierons de faire le lien avec des éléments de votre future pratique professionnelle en tant qu'infirmier et infirmière. Nous allons donc reprendre tout d'abord quelques généralités, puis nous détaillerons ce qu'est un atome et un ion. Je vous présenterai ensuite la classification périodique des éléments selon Mendeleïev et nous finirons par présenter les molécules et les liaisons chimiques. Avant de passer aux généralités, cette diapo représente l'ensemble des objectifs qui doivent être acquis à la fin de ce cours. Ces objectifs sont donc des notions importantes que vous devez retenir de ce cours. Avant de passer aux atomes et aux ions, commençons par quelques généralités. Savez-vous de quels éléments chimiques nous sommes constitués ? Eh bien, le corps humain est constitué à 96% de 4 éléments principaux. L'oxygène, symbolisé par la lettre O, le carbone, par la lettre C, l'hydrogène par la lettre H et l'azote par la lettre N. Le reste de l'organisme est constitué d'autres éléments chimiques, mais en très faible quantité. On pourra retenir comme éléments le soufre, le phosphore, le calcium, le magnésium, le sodium et le potassium. Ces éléments chimiques sont très importants en médecine car leur déséquilibre peut entraîner des symptômes graves et même parfois le décès. Leurs apports et leur régulation dans l'organisme est donc cruciale. Nous reviendrons plus en détail sur ces éléments dans le cours suivant. Nous sommes ensuite constitués d'autres composés que nous appellerons les oligoéléments, car ils sont en fait très faiblement retrouvés dans le corps humain. Le terme en fait oligo veut dire peu en grec. Il s'agit pour les plus importants de l'iode, du fluor, du fer et du cuivre. Ces éléments ne sont pas directement vitaux, mais leur carence peut entraîner des signes cliniques de gravité variable, mais souvent moins importants que les éléments chimiques précédents. Enfin, nous sommes également composés d'éléments plus gros que nous appellerons des molécules. Elles sont en fait l'association des éléments précédents ci-dessus. Il s'agit de l'eau, des acides aminés, des glucides et des lipides. Ces composés, nous les verrons dans le deuxième et le troisième cours. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, le corps humain n'est en fait que l'association de composés de petite taille pour faire des éléments de plus grosse taille. Les atomes, qui sont les plus petites entités de matière décrites, vont s'associer entre elles pour faire des molécules. Les molécules vont s'associer entre elles pour faire des cellules. Les cellules vont s'associer entre elles pour faire des tissus. Les tissus pour former des organes. Et les organes vont s'associer entre eux pour former un système. Par exemple, le cœur, les poumons et les vaisseaux sanguins vont former le système cardiovasculaire. Et enfin, l'association de tous ces systèmes va constituer l'organisme. Passons donc maintenant au premier chapitre de ce cours, à savoir les atomes. Tout d'abord, il faut savoir que le terme atome vient du grec atomos, qui signifie « qui ne peut être divisé ». Les atomes sont donc les plus petites unités de matière qui ne peuvent pas être découpées en sorte. Dans la classification périodique des éléments, nous verrons tout à l'heure que chaque atome va être représenté par un symbole qui sera son abréviation. De façon générique, les atomes sont symbolisés par la lettre grand X. Comme vous pouvez le voir sur le schéma de droite, les atomes sont constitués de 2 choses. Le noyau, qui va représenter en fait 99,9% de sa masse, et d'un ou plusieurs électrons, qui eux sont chargés négativement. Les électrons sont ici représentés par des petites particules vertes qui gravitent en fait autour du noyau, un petit peu comme un satellite pourrait graviter autour d'une planète. Le noyau, lui, est composé de 2 éléments, les protons qui sont chargés positivement, qui sont ici représentés sur ce schéma en violet, et les neutrons qui, eux, ne sont pas chargés, sont électriquement neutres, et ils sont représentés ici en bleu. L'ensemble global donc de la structure d'un atome, c'est-à-dire les protons plus les neutrons plus les électrons, est globalement électriquement neutre. En fait, les charges positives et les charges négatives vont s'équilibrer. Ensuite, il faut savoir que la distance qui est représentée ici entre le noyau et les électrons n'est pas du tout à l'échelle.
En fait, la distance entre le noyau et les électrons est en fait très très grande et on ne pourrait pas la représenter à l'échelle sur une diapo ou même sur une feuille de papier. Einstein a même dit que si on enlevait le vide qu'il y a entre les noyaux et les électrons de tous les composés, eh bien l'univers tiendrait dans un dé à coudre. Ça ne fait pas beaucoup. Si on regarde maintenant de plus près le poids de ces éléments, eh bien en fait, ils sont très légers. Ces masses en fait, ici sont données à titre indicatif, il ne faut pas les connaître par cœur, mais retenez que les protons et les neutrons ont à peu près le même poids, mais par contre les électrons qui eux sont plus petits sont environ 1000 fois plus légers. Je vous ai pris ici l'exemple du carbone qui est un des composés les plus importants car très représenté. Son symbole est la lettre grand C. Il s'agit généralement de la ou des premières lettres de l'atome. Vous voyez qu'il a ici deux chiffres à côté de ce symbole. En fait, dans la classification périodique des éléments, on va rajouter deux chiffres à côté de ce symbole et qui vont permettre d'un coup d'œil de connaître la composition du noyau et le nombre d'électrons. Le chiffre en haut à gauche va correspondre au nombre de nucléons symbolisé par la lettre grand A. Les nucléons sont en fait l'addition du nombre de protons et du nombre de neutrons. C'est donc les protons plus les neutrons. Le chiffre qui est en bas à gauche va correspondre au nombre de protons, symbolisé par la lettre grand Z. On appelle ce chiffre aussi le numéro atomique ou le nombre de charges, car en fait il constitue le nombre de charges électriques positives du noyau, vu que seuls les protons sont chargés positivement. Si nous reprenons donc notre exemple du carbone, il y a donc ici 12 nucléons et 6 protons. Nous pouvons donc déduire combien il y a de neutrons dans notre exemple en soustrayant 12 par 6, vu que les neutrons sont l'association des protons et des neutrons. Le carbone a donc ici 6 neutrons. Je vous ai également dit que les atomes dans leur état fondamental ne sont pas chargés électriquement, c'est-à-dire que la somme de toutes les charges est égale à 0. S'il y a donc 6 protons chargés positivement ici, il y a donc fatalement 6 électrons chargés négativement pour équilibrer la charge globale. Regardons maintenant d'un peu plus près les électrons. Je vous ai dit précédemment que les électrons sont des espèces de petites billes qui gravitent autour du noyau. En fait, plus un atome va avoir de protons, plus donc il va avoir d'électrons qui vont graviter autour de lui. Il se trouve en fait que ces électrons sont rangés dans un ordre logique sous la forme de couches autour du noyau. Plus un atome va avoir d'électrons, plus il aura de couches. La première couche d'électrons va s'appeler la couche K et ne possède que seulement 2 électrons. La deuxième couche va s'appeler la couche L et peut contenir 8 électrons. La troisième couche s'appelle la couche M et peut contenir 18 électrons. La couche N, 32 électrons et ainsi de suite pour les atomes les plus gros. Il faut savoir que les électrons de la couche extérieure en fait vont pouvoir interagir électriquement avec d'autres atomes. Donc seuls les électrons de la couche extérieure vont pouvoir interagir. En fait, les électrons plus à l'intérieur vont être plus solidement attachés. Il faut ensuite savoir qu'il peut exister plusieurs variantes d'un même atome. Nous allons appeler ça un isotope. Un isotope est donc une variante d'un même élément chimique qui aura le même nombre de protons, donc le même chiffre en bas à gauche du symbole, et donc le même nombre d'électrons, mais un nombre de neutrons différent. Le fait d'avoir le même nombre d'électrons va en fait faire que les isotopes vont avoir les mêmes propriétés chimiques, mais le fait d'avoir un nombre de neutrons différents va entraîner des propriétés physiques différentes. Par exemple, une de ces propriétés physiques différentes va être le fait que les isotopes ont souvent un côté instable ou radioactif. En fait, le noyau de ce type de composé peut se diviser, voire exploser, ou émettre des radiations. Vous avez en bas ici l'exemple du carbone 14, de l'oxygène 18 et du deutérium et du tritium, qui sont des isotopes de l'hydrogène pour ce dernier. Vous le connaissez peut-être, le carbone 14 est utilisé pour la datation des fossiles ou des bois anciens. L'oxygène 18 peut lui permettre la datation en géologie, notamment pour la glace des pôles. Et le deutérium et le tritium sont des composés que l'on retrouve dans le Soleil. Quelles sont maintenant les unités qui vont être utilisées pour quantifier ces atomes ? La principale unité que nous allons retrouver en chimie, mais également en médecine, est la mole, symbolisée par un petit n et qui vient en fait du latin qui veut dire masse. Ce terme mole est également à la base du terme molécule. La mole est en fait une unité de mesure chimique qui va représenter un groupement ou un paquet d'atomes.
Un chimiste italien du nom d'Avogadro a en fait découvert au 19e siècle qu'il y avait 6,02 fois 10 puissance 23 atomes de carbone dans 12 grammes de carbone 12. Il a donc défini que ce nombre correspondait à 1 mole et a défini également la constante d'Avogadro, symbolisée par la lettre grand N. Pour vous donner un ordre de grandeur, et selon le grand savant Wikipédia, le même nombre de grains de popcorn permettrait de recouvrir la surface des États-Unis d'une couche uniforme de 14 km. Wow. Cette unité est très utilisée en chimie, mais également en médecine. Par exemple, la concentration en sel dans l'organisme, qui s'appelle la natrémie, est exprimée en millimoles par litre, et sa concentration moyenne est de 140 millimoles par litre. La masse molaire, qui est une autre unité, va correspondre, elle, au poids d'une mole et sera donc variable en fonction des éléments chimiques concernés. Elle sera exprimée en grammes par mole. Vous vous souvenez probablement de la formule chimique qui relie toutes ces unités, à savoir petit n égale petit m sur grand M. Donc pour une mole de carbone 12, qui correspond donc à 12 grammes, on va retrouver une masse molaire de 12 grammes par mole. Passons maintenant au deuxième chapitre de ce cours, à savoir les ions. Comme je vous ai dit précédemment, les atomes ne sont pas chargés. A l'inverse, les ions vont en fait correspondre à des atomes qui ont gagné ou perdu un ou plusieurs électrons par échange avec d'autres atomes ou par des réactions chimiques ou physiques. Un atome qui a perdu un ou plusieurs électrons va s'appeler un cation et va être chargé positivement, vu qu'il a perdu une charge négative via un électron. Il sera représenté par un petit plus s'il a perdu un électron, 2 plus s'il a perdu 2 électrons, et ainsi de suite. Vous avez ici l'exemple de deux cations, à savoir le sodium, Na+, et le potassium, K+. A l'inverse, un atome qui a gagné un ou plusieurs électrons va s'appeler un anion et sera chargé négativement, vu qu'il a gagné une charge négative. Ils seront ici représentés par un petit moins à côté du symbole. Vous avez ici l'exemple de l'ion chlorure, Cl-, et des bicarbonates, HCO3-. À la différence des atomes, les ions sont donc chargés électriquement et vont donc conduire le courant électrique. Je vous ai mis en bas de cette diapo d'autres exemples de cations et d'anions et d'atomes qui peuvent donc s'ioniser, à savoir le calcium, Ca2+, le magnésium, Mg2+, le lithium, Li+, et les phosphates, PO4-. À ne pas confondre avec Z6PO ou C3PO. Le tableau suivant reprend 3 exemples de 3 atomes différents à l'état ionisé ou non ionisé. Comme pour l'exemple du carbone 12, nous allons essayer de découvrir la composition du noyau de ces composés juste avec les chiffres présents à côté du symbole. Prenons ici le premier exemple avec le scandium, symbolisé par les lettres Sc, qui est un minerai. Si vous vous souvenez du symbole grand X AZ dans une diapo précédente, on voit ici que ce composé a 45 nucléons et 21 protons. On peut donc en déduire qu'il y a 45 moins 21 neutrons, donc il y a 24 neutrons dans ce composé. Cet atome n'étant pas ionisé, il est donc électriquement neutre, il a donc autant de protons, qui sont chargés positivement, que d'électrons. Pour le deuxième exemple, qui est l'exemple du chlore, on note ici un petit symbole moins, ce qui veut donc dire qu'il est sous sa forme ionisée anionique et qu'il a donc gagné un électron en plus. Nous pouvons donc dire ici qu'il a 35 nucléons, 17 protons et donc 18 neutrons. Il serait censé avoir 17 électrons, mais vu qu'il a gagné un électron en plus, il a donc ici 18 électrons sous sa forme ionisée. Pour le troisième exemple, qui est l'exemple du magnésium, vous voyez ici qu'il y a un symbole 2+, ou plus. Cela veut donc dire qu'il a perdu 2 électrons. Il y a ici 12 protons. Cela veut donc dire qu'il n'a plus que 10 électrons. Ces échanges d'électrons entre atomes vont définir le terme d'oxydoréduction que vous avez dû probablement voir au lycée. Ce sont en fait des réactions chimiques au cours desquelles se produisent des échanges d'électrons. Une espèce chimique qui va pouvoir capter un électron lors d'une réaction va s'appeler un oxydant. Et à l'inverse, une espèce chimique qui va pouvoir céder un électron va s'appeler un réducteur.
L'oxydation est donc la réaction chimique conduisant à une perte d'électrons. Comme vous pouvez le voir dans l'exemple ci-dessous, le zinc, qui est un réducteur, va perdre 2 électrons au cours d'une oxydation. Pour vous donner un petit moyen mémotechnique, retenez oxydommage pour la perte d'électrons. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai retenu. A l'inverse, la réduction sera un gain d'électrons. Dans l'exemple ici, le cuivre, qui est un oxydant, vu qu'il peut capter des électrons, gagne ici 2 électrons au cours d'une réaction qui va s'appeler une réduction. Maintenant que nous savons ce qu'est un atome et un ion, passons maintenant au 3e chapitre de ce cours où nous allons découvrir la classification périodique des éléments selon Mendeleïev. Comme vous pouvez le voir sur cette diapo, la classification périodique des éléments est un tableau divisé en 18 colonnes et 7 lignes appelées périodes, d'où le terme de classification périodique. En effet, on va retrouver périodiquement ou de façon récurrente les mêmes propriétés chimiques de ligne en ligne. Nous allons en fait voir que ce tableau n'est pas rangé par hasard et le classement des atomes va suivre un ordre tout à fait méthodique. Les éléments d'une même période ou d'une même ligne vont en fait avoir le même nombre de couches d'électrons, alors qu'en fait les éléments d'une même colonne, eux, vont avoir le même nombre d'électrons sur leur couche extérieure. Ce tableau en fait comporte 112 éléments chimiques, mais il y a en fait 118 éléments décrits car 6 de plus ont été découverts après les années 2000. Il faut savoir qu'à l'époque de Mendeleïev, seuls 63 éléments avaient été découverts et il a commencé en fait à essayer de classer les éléments par rapport à leur masse atomique, sans connaître la composition en protons, en neutrons ou en électrons. On retrouve donc dans ce tableau les atomes représentés par leur symbole. Ils sont classés du plus léger au plus lourd. L'atome le plus léger étant l'hydrogène qui est situé tout en haut à gauche de ce tableau et l'élément le plus lourd est situé tout en bas à droite. Dans ce tableau, les cases d'une même couleur vont correspondre à des atomes d'une même famille chimique. Un autre détail, comme vous pouvez le voir en bas à gauche du tableau, 2 atomes sont de la couleur rose, le lantane et l'actane. Vous pouvez aussi voir que 2 autres lignes sont en rose et sont situées tout en dessous de ce tableau. En réalité, ces 2 lignes devraient être intégrées juste après le lantane et l'actane dans la période 6 et 7, car comme vous pouvez le voir, ils ont la même couleur. En fait, cet ensemble d'atomes a été découvert secondairement et n'a pas pu être intégré au tableau. Pour éviter en fait d'avoir un tableau difforme qui n'aurait ressemblé à rien car il aurait été trop long sur la longueur, ces 2 lignes en fait d'atomes ont été rangées en dessous du tableau, mais elles correspondent bien à la période 6 et 7. On peut également le voir en regardant le numéro atomique de ces atomes car elles vont de 51 à 71 pour la première ligne et le tableau reprend directement au numéro 72 avec l'hafnium. Cette classification comprend donc 18 colonnes. Il se trouve en fait que les éléments de certaines colonnes vont correspondre à une famille chimique, c'est-à-dire à un groupe d'atomes qui aura des propriétés chimiques similaires. Vous vous rappelez des couches d'électrons K, L, Mn et de leur remplissage ? Prenons le tableau de gauche à droite. Nous allons en fait voir que les 2 premières lignes correspondent au remplissage de la première couche K et L. Regardez la première ligne. Elle comprend seulement 2 atomes, comme le nombre d'électrons maximal de la couche K. Regardez la deuxième ligne. Elle comprend 8 atomes du lithium au néon, comme le nombre maximal d'électrons que peut contenir la couche L. Étonnant, n'est-ce pas ? Si on prend le cas de l'hydrogène, du lithium ou du sodium situés tout à gauche, ils ont donc un seul électron sur leur couche extérieure vu qu'ils sont les premiers éléments de chaque colonne. Ils ont donc respectivement un seul électron sur leur couche K pour l'hydrogène, L pour le lithium et M pour le sodium. Eh bien, le fait d'avoir un même nombre d'électrons sur une couche extérieure va conférer des propriétés chimiques similaires car les propriétés chimiques sont générées par des échanges ou partages d'électrons entre les atomes. Sachez néanmoins que le remplissage des couches d'électrons est linéaire uniquement jusqu'à l'argon, car ensuite les autres couches vont commencer à se remplir avant que les autres couches ne soient pleines, afin de respecter que les éléments d'une même colonne ont le même nombre d'électrons sur leur dernière couche. Si l'on détaille maintenant ce tableau, la première colonne correspond à la famille des alcalins avec le lithium, le sodium, le potassium, le rubidium, le césium et le francium. Ces électrons ayant un électron disponible sur leur couche extérieure, ils ont donc tendance à le perdre pour se transformer en cation
et générer une charge positive. La deuxième colonne de ce tableau correspond à la famille des alcalino-terreux avec le beryllium, le magnésium, le calcium, le strontium, le barium et le radium. Ces éléments ayant 2 électrons sur leur couche extérieure, ils ont donc tendance à les perdre pour se transformer en cations divalents, comme par exemple le calcium qui va se transformer en calcium++ ou calcium 2+. La troisième famille chimique correspond au bloc des éléments de transition. Ces éléments correspondent à des métaux rares qui vont permettre la catalysation ou plutôt l'accélération de certaines réactions chimiques. La quatrième famille de ce tableau correspond à la famille des halogènes avec le fluor, le chlore, le brome, l'iode et l'astate. Ces éléments, eux, ont tendance à capter un électron pour se transformer en anion, comme par exemple le chlore qu'on va représenter par Cl-. Rappelez-vous que les charges positives et négatives s'attirent. C'est le cas du sodium Na+, et du chlore Cl- qui vont s'attirer pour former le sel de table NaCl. La cinquième famille chimique présentée ici correspond à la famille des gaz rares, avec l'hélium, le néon, l'argon, le krypton, le xénon et le radon. Ces éléments sont également appelés gaz nobles car leur structure chimique est équilibrée, ou on les appelle également les gaz inertes car ils n'interagissent chimiquement pas avec les autres éléments car les électrons ne sont pas disponibles pour ces éléments. Enfin, on peut noter la séparation représentée ici par un trait bleu qui va permettre de définir à gauche les éléments qu'on va appeler les métaux et à droite les non-métaux. Les métaux auront comme capacité physique d'être solides à température ambiante, qu'ils conduisent la chaleur et qu'ils ont tendance à perdre des électrons. À la différence des non-métaux, qui sont eux situés à droite, eux sont plutôt isolants et ont tendance à gagner des électrons. Passons maintenant au dernier chapitre de ce cours, à savoir les liaisons chimiques. Les molécules vont être en fait un assemblage de plusieurs atomes entre eux. En effet, les atomes vont pouvoir se lier entre eux 2 à 2 par un petit pont que nous allons appeler la liaison covalente. Nous allons voir dans la diapo suivante que cette liaison va résulter en fait de la mise en commun de 2 électrons. Une liaison chimique est donc une forme d'énergie qui va retenir les atomes entre eux afin de créer un complexe qui va s'appeler une molécule. Vous connaissez probablement des exemples de molécules. Prenons ici quelques exemples de molécules simples. Eh bien, nous retrouvons par exemple l'oxygène, l'air que nous respirons, et l'assemblage de 2 atomes d'oxygène. Le CO2 ou gaz carbonique, lui, est l'assemblage de 2 atomes d'oxygène et d'un atome de carbone. Vous avez aussi l'exemple de l'eau, H2O, qui est l'assemblage de 2 molécules d'hydrogène et d'une molécule d'oxygène. Je vous ai ensuite présenté quelques exemples de molécules complexes ci-dessous pour illustrer le fait qu'une grande combinaison d'atomes peut se combiner entre eux, mais ils ne sont pas à retenir. Vous avez ici l'exemple du benzène, du glucose, de la tyrosine et de l'acide oléique. Ces 3 derniers sont en fait des nutriments que nous verrons dans le prochain cours. Le nombre d'atomes est donc ici représenté par des numéros en dessous de chaque symbole atomique, qui permet donc ensuite de pouvoir écrire la structure d'une molécule. Le schéma suivant représente une molécule de glucose, ou le sucre de table. Comme vous pouvez le voir, les atomes ici d'oxygène sont représentés en rouge, les atomes de carbone en noir et les atomes d'hydrogène en blanc. Ces atomes sont tous reliés entre eux par des petites barres qui en fait correspondent à des liaisons covalentes. Ces dernières donc permettent de stabiliser un petit peu le groupement de ces atomes et donc de faire que le complexe soit plus stable et plus rigide. La figure située sur votre droite représente une autre façon de représenter les molécules, mais plutôt sous une forme en 2 dimensions. Les barres correspondent ici toujours aux liaisons covalentes. Nous allons maintenant passer en revue les différents types de liaisons qui existent. Nous avons déjà vu le premier type de liaison qui était la liaison covalente. Vous vous rappelez que les électrons sont organisés en couches et que seuls les électrons de la couche extérieure sont mobiles. Eh bien, une liaison covalente va correspondre à un partage ou une mise en commun de 2 électrons. 2 atomes qui vont vouloir se relier entre eux vont en fait partager chacun un électron et vont se stabiliser sous la forme d'une liaison. Cette liaison dite covalente peut être simple,
avec donc le partage de 2 électrons, mais peut aussi être double si le partage est de 4 électrons ou triple si le partage est de 6 électrons. Ces liaisons vont être représentées par un seul trait pour une liaison covalente simple, 2 traits pour une double et 3 traits pour une liaison triple. Il est à noter que ces liaisons en fait sont les liaisons les plus solides qui existent car elles sont plus difficiles à rompre par rapport aux autres types de liaisons. Passons maintenant à la liaison covalente polaire. La liaison covalente polaire en fait va être un sous-type de la liaison covalente. En effet, lorsque deux atomes de taille différente vont être reliés entre eux, en fait, les électrons qui vont rester vont souvent être attirés vers l'atome le plus électronégatif. L'électronégativité est donc en fait le pouvoir que peut avoir un atome d'attirer les électrons vers lui. Il va dépendre de la taille de l'atome, mais pas que. L'électronégativité en fait est plus importante en haut à droite du tableau de Mendeleïev et pourtant ce ne sont pas les atomes les plus gros. Il faut savoir que le fait que les électrons, rappelez-vous qui sont chargés négativement, soient attirés préférentiellement d'un côté de la liaison, va donc faire peser un peu plus une charge négative d'un côté de la liaison par rapport à l'autre. Cette différence, nous allons donc appeler ça une charge partielle et ça va être symbolisé par la lettre delta minuscule et décrit sous la forme d'une liaison covalente dite polarisée. La troisième liaison que nous allons voir est la liaison ionique. Cette liaison se passe en fait entre deux ions et non entre deux atomes. Ce n'est pas une liaison covalente car il n'y a donc pas de partage d'électrons. La liaison ionique en fait est une attirance entre deux ions de charge différentes, entre un anion et un cation, comme par exemple entre le sodium et le chlore, Na+ et Cl-. C'est un petit peu comme deux aimants en fait de force opposée. Ils vont s'attirer mais ils ne vont pas complètement se coller entre eux, ils sont un petit peu détachables. Le quatrième type de liaison est maintenant la liaison hydrogène. Ce type de liaison en fait va correspondre à une attirance entre les molécules elles-mêmes. Plus précisément, en fait, il va s'agir de l'attirance des molécules d'hydrogène pour un autre atome électronégatif d'une autre molécule. Il s'agit généralement de l'oxygène ou de l'azote. Les atomes d'hydrogène en fait, d'une autre molécule vont être attirés par l'atome d'oxygène d'une molécule donnée. C'est donc une interaction entre molécules. Il est à noter que les liaisons hydrogène sont généralement plus faibles, 20 fois plus faibles qu'une liaison covalente. Pour terminer, cinquième type de liaison, les liaisons de Van der Waals. Un peu comme les liaisons hydrogène, il va en fait s'agir d'interactions à distance. Certains groupements au sein d'une même molécule ou entre molécules vont s'attirer via des liaisons électromagnétiques. Ce type de liaison peut favoriser ou bloquer certaines rotations au sein d'une même molécule. Mais il faut noter que ce type de liaison est très faible. Voilà, ce cours est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a permis de voir un petit peu plus clair sur les atomes, les molécules et les liaisons chimiques. Nous verrons dans un prochain cours les ions d'intérêt médicaux ainsi que les nutriments et une petite partie sur la nutrition. Merci d'avoir écouté ce cours et à bientôt.